nouveau livre de tarot. Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau livre de tarot, te faire une nouvelle présentation de livre de tarot, parce que là, il ne s'agit pas d'un livre, j'allais dire, nouveau, puisque c'est un bouquin qui est tiré peut-être du tout premier qui a été fait autour du tarot. Cours de Gébelin, le tarot, expliqué et commenté par Jean-Marie Lotte, où il explique l'histoire et l'intégralité de ce premier livre sur le tarot. Voyons ça. Alors, Cours de Gébelin, le tarot. Alors, c'est pas tout à fait Cours de Gébelin l'auteur, mais somme toute, si. C'est le fameux livre qui, fin du XVIIIe, 1780, évoque pour la première fois le tarot, qui est employé comme jeu de société, on va dire, comme étant en fait un livre secret venant de l'Égypte antique et qui aurait servi à la divination. Alors, c'est mystérieux tout ça. Que nous dit le 4e de couverture? Éminent protestant, pasteur, chargé de missions d'ordre diplomatique, auteur célèbre de son époque, érudit prestigieux, membre influent de diverses académies, franc-maçon notable, censeur royal, Antoine Cours de Gébelin avait de plus formé le projet d'une vaste entreprise, offrir à ses contemporains la clé de tous les siècles et de toutes les connaissances humaines. Il commença alors la publication de son Monde primitif, ouvrage dont les 9 volumes parurent de 1773 à 1782. Dans cet ensemble monumental, les pages consacrées au tarot constituent un étonnant phénomène littéraire. Auparavant, le symbolisme des figures de ce jeu et la divination par les cartes n'entraient pas dans le champ de la conscience collective. Seuls quelques amateurs s'y intéressaient. Or, il a suffi de ce chapitre, niché dans le 8e volume du Monde primitif, pour que se révèle un espace d'investigation inépuisable, exploité depuis par une passion d'autant plus paradoxale que de nombreuses propositions de Cours de Gébelin se sont révélées inexactes par la suite. 2 siècles sont passés, et ces pages continuent à exercer une influence considérable dans le monde des tarots. Jamais réédité dans son intégralité, et encore moins analysé en détail, ce texte fait ici l'objet d'une présentation à la fois sympathique et critique, double attitude justifiée par le fait qu'il est en quelque sorte un monument fondateur dans l'univers de la culture populaire contemporaine. Cette édition, établie par Jean-Marie Lotte, auteur par ailleurs du symbolisme des jeux, est précédée par un large exposé sur la vie et l'œuvre de Cours de Gébelin. Elle coïncide avec le 2e centenaire de sa mort survenu en 1784. Et oui, le livre date de 1983. Voilà, l'histoire du bicentenaire. Mais alors, l'auteur, le commentateur, Jean-Marie Lotte, mais qui c'est qui? Voyons ça. Alors, Jean-Marie Lotte, je vais sur Wikipédia, il a sa page, c'est formidable. Donc c'est un ingénieur, écrivain français, né en 1726, donc respectable, 94 ans. Donc il passe son enfance en Eure-et-Loire, à 17 ans, son village est bombardé en 44, bon, formidable. Il a une formation scientifique et technique, donc il est d'abord ingénieur, puis professeur de physique et chimie. Il suit aussi des enseignements en peinture, et il change complètement d'orientation en choisissant le théâtre et l'action culturelle. Il va au théâtre universitaire de Marseille, à la maison de la culture de Amiens,
d'Amiens. Et puis, il est au musée des arts et décoratifs de Paris aussi, pour retourner à Amiens, en fait, comme directeur de la Maison de la Culture. Donc, assez éclectique, scientifique et littéraire. Et ces publications commencent dès 1960 jusqu'à 2018. Et d'ailleurs, ce qui est savoureux, c'est que la dernière référence non éditée en 2018, le titre, c'est Un ancêtre chrétien du tarot. Il a écrit énormément de bouquins et, somme toute, peu sur le tarot, mais il termine par une référence en fait qui est pas accessible, c'est non édité. Donc ça me laisse un peu sur ma faim tout ça. Alors ensuite, si je regarde déjà la table des matières pour décrire un petit peu tout ça. Donc pendant 70 pages à peu près, Jean-Marie Lotte nous fait un historique sur la vie de Cour de Géblin. Et c'est littéraire, c'est bien écrit, ça se lit comme un roman historique. Ensuite, il y a, allez, on va dire une cinquantaine de pages sur le fameux tome de Cour de Géblin sur les jeux de tarot. Et donc retranscrit intégralement, on regardera ça. Donc c'est bien parce que dans sa présentation, à droite, c'est l'original donc du bouquin de Cour de Géblin, et à gauche, à chaque fois, c'est les commentaires. Donc c'est très facile à lire, c'est fluide, c'est très agréable. Et puis bon, les Cours de Géblin, évidemment, c'est l'écriture du fin 18e, hein, les cartes françoises, voilà, etc. C'est toujours avec l'imparfait qui termine en oie. Ouais, c'est exotique, et ça se comprend très bien, ça se lit facilement. Et donc il y a cette première partie, cette deuxième partie, une cinquantaine de pages. Il y a une trentaine de pages aussi où là, en fait, c'est important, parce que dans ce tome sur le tarot de Cour de Géblin, en fait, il y a une partie dont il n'est pas l'auteur. Et il reprend simplement les travaux d'un certain Monsieur Le C de M. Après, on verra de qui il s'agit. Où là, en fait, on a quelqu'un qui a fait des recherches sur le tarot, sur la divination. Je n'en dis pas plus. Et donc, c'est somme toute plutôt sympathique. Par exemple, la première partie sur l'historique de la vie de Cour de Géblin, son enfance, début du 18e, dans le sud de la France, avec un père qui est un représentant éminent de la communauté protestante. Et à l'époque, c'était encore très très chaud entre protestants et catholiques. Et donc, du coup, il a fallu aller, je crois, s'exiler du côté de la Suisse. Donc, c'était pas simple. Et donc, Antoine Cour. Antoine, c'était un jeune, nous sommes tous plutôt moyens à l'école, mais avec l'envie d'apprendre. Voilà. Et puis, il monte à Paris, c'est un écrivain, ça marche pas, c'est plutôt maladroit, il essaie de faire le journaliste en évoquant en fait une affaire qui est en justice, et parce qu'elle est en justice, ça pose problème, notamment parce que Voltaire s'était impliqué un petit peu dans l'affaire, et du coup, le sacré Cour de Géblin l'a mis un petit peu dans une posture difficile. Donc il y a eu, il s'est un petit peu fâché avec Voltaire. Après, il est évoqué que Cour de Géblin correspondra souvent avec Rousseau, voilà. Et puis, de préciser aussi que, milieu du 18e, c'était à la mode de... parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un de noble, c'est Cour de Géblin, mais pas du tout. Il a simplement utilisé le nom de famille de sa grand-mère, je crois, Géblin, ou un truc dans le genre.
et puis de rajouter 2, voilà, qu'il n'y avait pas avant. Et c'était une mode aussi, il y en a d'autres. Moi j'ai juste noté Fabre d'Olivet, c'était Fabre Olivet, et puis il a rajouté voilà, le 2, Fabre d'Olivet, qui est un petit chouchou parce qu'il a écrit sur les vers d'or de Pythagore, donc pour moi c'est quelqu'un qui est important. Voilà, après, l'évolution de Cours de Géblin, c'est que vers 1778, il commence à s'intégrer au monde parisien, dans des loges maçonniques, et d'ailleurs dans une, la loge maçonnique des 9 sœurs, dont il y a Benjamin Franklin. Et puis il retrouve le sacré Voltaire, qui semble finalement pas fâché tant que ça de voilà, de la petite mésaventure qu'il y avait eu 20 ans avant. Et alors donc du coup, en 1768, c'est le début de l'écriture du Monde primitif, la fameuse grosse Bertha de Cours de Géblin. Et c'est suite à une rencontre en 1775 avec une dame qui jouait au tarot, que ça l'a un petit peu initié, je vais dire, à la connaissance du jeu, tel qu'il était pourtant connu et pratiqué couramment en Allemagne, en Italie et en Suisse. Alors la question est de peut-être se demander si lors de son exil, peut-être durant son adolescence, Cours de Géblin a peut-être côtoyé des gens qui jouaient au tarot. Mais là, ça ne transpire pas, en fait, sans doute, dans la biographie qui en est faite. Et puis, donc en 1781, la fameuse publication du tome sur les tarots, où il y a la distinction là, qui est faite par Jean-Marie Lotte, de voir d'abord cette première partie, écrite par Cours de Géblin, qui est un peu disparate, qui est un petit peu poétique aussi, teintée d'imaginaire, égyptomaniaque, voilà, le fantasme de l'époque autour de l'Égypte antique. Et puis l'autre partie, là, issue voilà, d'un autre auteur qui lui semble être un véritable initié. Et donc il termine, Jean-Marie termine la petite biographie par quelques informations que je vais te lire. Cours de Géblin est un solitaire. Il ne fait réellement partie d'aucune famille. Non seulement il ne s'est pas marié, n'a pas fait souche, mais on ne peut pas le situer nettement. Ni comme protestant, ni comme franc-maçon, ni comme ésotériste initié, ni comme littérateur. Impossible non plus d'affirmer qu'il appartient à la noble société des fous littéraires, protestant dans une société catholique, français naturalisé suisse et vivant à Paris, chargé de mission sans vrai mandat, journaliste anonyme et même clandestin, pasteur sans ministère, roturier chez les aristocrates. Tout cela fait bien des porte-à-faux pour y enraciner son être. Et tout cela est inconfortable, voire insupportable, surtout quand il s'y ajoute des lancinants besoins d'argent. Rien d'étonnant si, vers la fin, sa raison subit quelques dommages. Puis en même temps, cet homme déraciné, utopique, nourri de conjectures, nous est tout proche. Il est un remarquable produit de la société et frère de notre nouveau romantisme. Il y a de telles parentés entre la période précédant directement la Révolution française et la nôtre, de telles parentés entre lui et tel ou tel de nos écrivains, tel qu'il en est d'autant plus émouvant. Même si le côté mondain du personnage est plus difficile à accepter, voici un auteur dont il est difficile de se détacher si l'on aborde son île. Donc c'est assez touchant, il fait voilà, une biographie qui est en tout cas qui est bien écrite, qui est référencée, et donc on attaque le monde primitif, voilà, analysé, comparé avec le monde moderne, tac tac tac, présentation des couvertures. Ensuite, c'est la représentation des images
du tarot. Alors, semble-t-il, il aurait demandé à une copine de redessiner peut-être ce qu'il avait trouvé sur des planches, en fait, qui permettent justement d'imprimer le tarot, parce que la copie fait que tous les personnages sont à l'envers. Et non seulement sont à l'envers, mais on verra ça un petit peu plus loin. Par exemple, la papesse regarde vers la droite. Voilà. Et puis, l'anecdote, quand même, surtout, c'est le fameux pendu qui est plus pendu du tout, et sur laquelle notre cher rêveur Cour de Géblin va évoquer une signification un peu alambiquée d'un homme qui, en fait, se tient sur un pied, voilà, évoquant la vertu de la prudence, parce que il évite de marcher sur un serpent en étant sur un pied. Enfin, c'est plutôt anecdotique. Donc, et tantôt, des fois, on voit par exemple l'arcane 13 qui est à l'endroit. Bon, voilà, et l'ermite qui est à l'envers, ainsi de suite. Donc c'est pas très très sérieux, mais au moins c'est des copies. Mais le tarot je veux dire, les tarots parisiens, tarot de Marseille, a été connu. Hein. Je pourrais commencer aussi par dire ça, qu'à Paris, les tarots étaient connus. Hein. Le tarot de Vieilleville, un tarot parisien anonyme aussi, le tarot de Jean de Noblet. Il y avait aussi des Michatet qui étaient reproduits et qui circulaient à Paris. Alors si je commence. Donc du coup, on parle d'égyptomanie. Là, Jean-Marie évoque tout de suite ce contexte évoqué, puisque le tome commence par ça, du jeu des tarots, où l'on traite de son origine, où on explique ses allégories, et où l'on fait voir qu'il est la source de nos cartes modernes à jouer. Donc, surprise que causerait la découverte d'un livre égyptien. Ce livre égyptien existe, etc. Et alors, du coup, Jean-Marie contextualise aussi les premiers historiens des cartes, sur lesquels aurait pu s'inspirer Cour de Géblin. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu peu, évidemment, mais il y en a eu quelques-uns. Il y a l'évocation des tarots voilà, qui circulaient à l'époque. Je les ai évoqués. Il y a évidemment l'aspect historique commenté par Jean-Marie sur les jeux les plus anciens, les cartes les plus anciennes. De dire qu'il n'y a aucun monument en Égypte qui évoque le tarot, somme toute. Et puis le fantasme aussi qu'il y a autour des bohémiens qui finalement ne sont pas forcément pratiquants du tarot, ou peut-être même pas agents de divulgation des cartes en Europe. Mais c'est l'hypothèse que évoque ici Cour de Géblin. Autrement, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a plein de petites choses, des anecdotes. Ce que moi je l'ai noté qui m'intéressait, c'était par exemple de voir une filiation possible entre les dés, les dominos et les cartes à points. Parce que si tu prends 2 dés, tu peux calculer le nombre de combinaisons avec. C'est égal à 21. Et le nombre de combinaisons avec 3 dés, c'est égal à 56. Et donc du coup, là, on se dit, tiens, il y a un rapport entre tarot et puis dés. Intéressant. Somme toute, il y a d'autres éléments aussi un petit peu arithmétiques qui interpellent sur la structure du tarot. Il parle d'une filiation peut-être possible entre le battleur et puis l'étymologie des bâtons. Il rappelle évidemment le célèbre tableau de Jérôme Bosch, que j'ai déjà évoqué dans d'autres livres, hein, notamment le livre de l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. Je remettrai évidemment en vidéo recommandée sa présentation.
Alors après, Cour de Géblin aussi, dans ses explications, il parle non pas de empereur et d'impératrice, il parle de roi et de reine. Il y a, voilà, il change un petit peu les termes à sa sauce. Pareil pour le pape et la papesse, bah, il parle de grand-père et de grand-mère. Bah, voilà. Il y a une anecdote aussi sur les jambes croisées de l'empereur, qui, selon lui, ben, pourrait être la marque du courroux des rois de France. Voilà, semble-t-il. Mais en tout cas, c'est l'histoire de jambes croisées. On ne rencontre pas ça dans d'autres pays. Et, euh, et ça, en fait, oui, c'est évoqué par Van Rysberg, bon, qui est quelqu'un qui a écrit sur le tarot, qui est une référence. Et puis ensuite, ben, les petites anecdotes aussi qui sont, moi, qui m'amusent, à savoir que ben, Cour de Géblin référence bien sûr tout autour de l'Égypte antique, etc. Et puis il y a un truc qu'il n'évoque pas, c'est que ben, à son époque circulait le tarot de Viéville, et il fait pas le rapprochement, alors peut-être qu'il l'a pas vu, il l'a pas eu en main, mais le tarot de Viéville concernant le chariot, le tarot de Viéville qui datait quand même de 1660, donc il n'était pas nouveau. Et ben le chariot, en guise de chevaux, ce sont des sphinx, des personnages à tête humaine, et ce sont voilà des petites références égyptiennes. Bah, dont fait l'impasse Cour de Géblin, bizarrement. Et ce sera un petit peu la même chose avec la roue de fortune, je reviendrai dessus d'ailleurs, alors que on voit maintenant couramment en haut un sphinx couronné sur la roue de fortune. Et puis après, dans d'autres explications d'arcanes, Cour de Géblin parle d'Égypte évidemment, mais il met aussi un petit peu tout ça à sa sauce. Alors, le fait d'enlever pape et papesse et mettant grand-père et grand-mère, déjà, ben, ça permet de chanter un petit peu le côté un peu catholique. Mais il y a plein de références où il fait écho avec les vertus cardinales. Il fait même des références avec la mythologie grecque, quand il parle de Diogène, dans sa symbolique, pour parler de l'ermite. Et puis évidemment, on tombe sur l'anecdote de la prudence représentée par le personnage du pendu, mais qui là, voilà, c'est l'anecdote dont je te parlais, qui en fait est représenté comme étant un personnage en équilibre sur un pied pour éviter de se faire mordre par un serpent. Bon, alors ça paraît un petit peu fou de partir sans doute simplement sur la représentation, la copie qu'il a eu sous le nez, et puis qu'il est parti à bredouiller là-dessus avec toute l'intelligence et la connaissance qu'il avait. Ensuite, on attaque les explications de la Lune, du Soleil, et d'ailleurs sur la Lune, j'aime bien, il y a des petits trucs où on sent quand même qu'il maîtrise son sujet, enfin dans le sens où, parce qu'il est érudit, il peut le dire quand même pas mal de choses. Il fait des références justement aux deux tours qui peuvent représenter les colonnes d'Hercule. Donc ça, dans la mythologie, ça représente aussi une limitation du monde, parfois situé à Gibraltar, enfin, etc. L'idée aussi des deux animaux. Les deux chiens, bah, il parle de deux chiens, qui sont aussi les gardiens des tropiques. Il fait des références à tout ça. Il parle de l'étoile, personnifiée par Isis, et l'étoile Sirius. Isis qui, en fait, dans la mythologie égyptienne, gonflait le Nil. C'était elle qui créait les crues du Nil. Ensuite, il y a des petites anecdotes aussi sur les références des cartes à jouer, les cartes en 52, c'est-à-dire représentant l'année, 4 saisons de 13 semaines. Et de dire que, parce que dans son propos, Cour de Géblin a tendance un petit peu à dénigrer les cartes à jouer,
Mais somme toute, Jean-Marie Lotz, lui, il relève cet aspect-là qui sans doute n'est pas anodin. Pourquoi 52 cartes de 4 familles, voilà, de 13 personnages, et donc de 13 cartes, les numérales et les figures, qui sont d'autant de nombres de cartes de jours, puisque ça fait 364, et puis tu rajoutes le fameux joker, tu as les 365 jours de l'année. Donc c'est quand même pas à dénigrer tout ça. Ensuite, il évoque aussi l'anecdote d'une parenté possible entre l'arcane 13 et l'arcane 22, la mort et le mat. Pour lui, en fait, il parle du jeu d'échecs en disant que le mat arrive et déclare la fin du jeu. L'échec est mat. Donc, pourquoi pas? Et que, en fait, l'étymologie du mot mat signifie la mort. Et d'ailleurs, la représentation et l'iconographie, ça fait partie des trucs clés, je dirais, de l'apprentissage du tarot, de mettre devant soi l'arcane sans nom et puis le mat, et de les comparer. Ça fait partie des petits exercices à faire au début de l'apprentissage. Ensuite, Jean-Marie Lotz met en avant une particularité qui est relevée, qui est intéressante, ça concerne en fait le diable, la représentation du diable qui permet en fait de distinguer les tarots italiens du tarot de Marseille. Alors après, il fait des références à Rimbaud, pour la Maison Dieu, il fait des références à Hérodote, et c'est assez riche, c'est intéressant. Qu'est-ce que je note aussi? Eh ben oui, la fameuse anecdote de la roue de fortune. Là où c'était l'occasion pour Cour de Géblin de parler de l'Égypte, ben là, non, rien, il ne parle pas du sphinx qui trône en haut de la roue de fortune. Après, il zappe un petit peu le jugement et le monde. Ben, le jugement, il parle de la création. Bon, voilà, il appelle ça comme ça, et puis il dit qu'en fait, l'interprétation du jugement dernier, c'est pas ça du tout, tout le monde s'est trompé, et que un petit peu pour la suite avec le monde en fait qui voilà, il dit en fait c'est le temps, le mal nommé le monde, où il fait la description, voilà, des 4 parties, et puis la partie centrale. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est le petit moyen mémotechnique qui est évoqué, c'est-à-dire de présenter le tarot, sa structure, d'une façon mémotechnique à retenir. A, B, C, D, E. A, les atouts, donc les arcades majeures. B, les bâtons. C, les coupes. D, les deniers. E, les épées. Voilà. Et il fait référence, Jean-Marie, au tarot dit de Mantegna, qui comportait aussi 50 cartes divisées en 5 séries de 10 cartes, avec des repères, avec des lettres A, B, C, D, E aussi. Donc il y a toujours des petites filiations comme ça, des petits clins d'œil, des petites anecdotes qui font se dire « Ah, on ne sait pas, mais ça peut être des indices aussi à creuser dans la relation qu'il y a peut-être eu entre l'évolution de différents jeux, et notamment entre le tarot devenant tarot de Marseille, peut-être, et le Mantegna, qui lui n'a pas évolué, somme toute, je crois. » Et ensuite, on part sur l'explication des éléments entre bâton, trèfle, épée, pique, etc. Le feu, l'air et compagnie. De voir aussi la base du chiffre 7 qui est important ici, puisque du chiffre 7, du chiffre 4, du chiffre 12, si je prends le chiffre 4, petit calcul mathématique, 4 exposant 2, plus 4 exposant 1, plus 4 exposant 0, ça fait 16, plus 4, plus 1, ça fait 21, waouh. 12, si on prend 7, c'est 4 plus 3, 12, c'est 4 fois 3,
Si on prend les 12 premiers nombres, ça fait 78. Donc on parle encore dans les petits calculs mathématiques, comme j'avais commencé tout à l'heure. Pourquoi pas, c'est sympa. Ça apporte rien, somme toute, à la pratique, à part connaître, je dirais, connaître l'ordre d'apparition des arcanes. Parfois c'est intéressant. Le jeu qu'il peut y avoir, par exemple, entre le pape et le diable, entre 5 et 15, ou entre l'amoureux et la maison Dieu, 6 et 16, etc. Ou même l'aspect numérologique aussi, entre 6 et 15, 15 qui est 5 plus 1, et en réduction 6, ou 7 et 16, etc. Donc il y a aussi quand même quelques petits jeux comme ça, mathématiques, qui peuvent titiller ton intuition aussi, malgré tout. Là, c'est pas simplement des anecdotes secondaires. Dans la pratique, parfois, ça peut apporter quelque chose. Alors après, je passe sur des articles, manière dont on joue au tarot, ensuite d'autres articles aussi sur le détail de jeux comme le jeu de tarot comme un jeu de géopolitique. Enfin, et d'ailleurs, dans cette description qu'il fait du jeu de géographie politique, il associe les épées à l'Arabie, les bâtons à l'Égypte et aux Atlantes. Les deniers, il parle de la Crète, de l'Italie, en fait des îles de la Méditerranée en général. Les coupes, c'est l'Arménie, l'Ibérie, la Dacie et l'affiliation avec les Celtes. Bon. Il parle aussi des 4 couleurs représentant l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les pays du Nord, les 4 figures avec le roi qui représente les gouvernements, la reine qui représente les religions, les cavaliers, l'histoire, les batailles, les valets qui correspondent aux arts, au commerce. Alors là, on est sur un truc on sent que c'est un petit peu poétique, somme toute. Il n'est pas... lui, il évoque pas vraiment la divination, en tout cas. On verra ça dans la seconde partie. Là, il continue à parler de différentes choses. Par exemple, il dit qu'en Chine, il y a un monument avec différentes colonnes, avec 6 colonnes, 5 de 14 et une petite colonne de 7. Les 4 premières colonnes de 14 correspondraient en fait à des représentations qu'on peut associer maintenant aux arcanes mineures. Et les 2 autres colonnes, une de 14 et une de 7, qui elles pourraient correspondre aux arcanes majeures. Mais alors, évidemment, depuis, il y a eu quand même des historiens spécialistes de la Chine qui se sont penchés sur la question et qui n'ont jamais trouvé de monuments, enfin, ni même de sources littéraires sur lesquelles aurait pu se baser Cours de Géblin. Donc voilà, c'est son côté un peu poétique, on va dire. Ensuite, il évoque des liens entre des jeux un petit peu qui pourraient représenter l'histoire ou la structure des tarots. Il parle des quadrilles, notamment quand Louis XIV dansait, il y avait des représentations où lui pouvait représenter, alors je ne sais plus, telle peuplade, et puis un autre duc ou comte qui représentait telle peuplade aussi, un petit peu sous la forme de la structure du tarot. Donc pourquoi pas. Après, il parle des cartes espagnoles, du jeu de cartes espagnoles qui serait une pâle imitation justement du livre de Thoth, des cartes de départ, les cartes égyptiennes. Et puis il parle après des cartes françaises, où là, il enfonce le clou en disant que les cartes françaises, ce sont des cartes qui sont des pâles imitations des cartes espagnoles, enfin voilà. Il évoque aussi que l'origine des cartes viendrait vers 1330 en Espagne, voilà, ça c'est Cours de Géblin. Alors que, en fait, les premières mentions historiquement prouvées, c'est 1376 en Italie et 1381 en France. Et ça, c'est le commentaire de Jean-Marie Lotte, quand même,
met un petit peu de précision dans l'affaire, pour être clair. Ensuite, oui, donc il est dans la conclusion, il évoque déjà un petit peu la divination, et on attaque cette fameuse deuxième partie. Recherche sur les tarots et sur la divination par les cartes des tarots, par Monsieur le C2M. Donc déjà c'est un petit peu mystérieux tout ça. Et Jean-Marie Lotte, voilà, il dit ça peut être plusieurs contes à la fois, le conte de Mière, le conte de Montchenu, et le conte de Mélette. Et en fait, c'est à ce dernier qui est attribué la seconde partie du texte de Cour de Géblin sur les tarots. Et donc, le conte de Mélette, qui c'est qui? Et donc en fait, en gros, c'est un seigneur, comte de Mélette, né en 1727 et qui a été militaire, une belle carrière comme colonel, chevalier, chef de brigade auprès du roi de Pologne, et puis après auprès du roi de France. Il a été gouverneur du Perche, du Maine, du comté de Laval, maréchal, etc. Et il est mort en 1804, voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que lui, c'est un initié. Et voilà ce que dit Jean-Marie. Alors, dès le départ, le style est tout différent de celui de Cour de Géblin, où ce dernier justifiait des intuitions, alors que là, le comte de Mélette parle en initié. Et il est beaucoup plus précis que notre auteur, quand il parle de Thoth, de l'étymologie du tar-roche, etc. Et en même temps, il se sépare de Cour de Géblin dès l'étymologie. Et il faut rappeler que lorsque ce dernier fait parler de l'histoire de Mercure Thoth dans son premier volume, il fait aucune allusion au tarot à ce moment-là. Alors que le comte de Mélette, lui, justement, en initié, il va évoquer tout ça, et parce qu'il est issu d'une tradition, donc il précise bien les choses. Là où Cour de Géblin est un petit peu plus évasif, mais néanmoins les petits indices qu'il met, somme toute, même si c'est un petit peu maladroit, prouveraient qu'il a quand même eu écho de certaines informations, sans doute de la part du comte, et que Cour de Géblin pouvait pas avoir composé tout ça en fait dans une improvisation neuve, je cite. Et donc le comte de Mélette, il fait la présentation des arcanes majeures, mais à l'envers, de 21 à 0. Alors il y a plein de petites anecdotes, Moi j'ai noté une qui me faisait bien plaisir, c'était qu'il représentait en fait, qu'il voyait dans la représentation de la lune un chien et un loup. Un chien pour représenter les animaux domestiques, et puis un loup pour représenter les animaux sauvages. Et puis ensuite, en bonne initiée, ce que j'ai noté aussi, c'est que là, le comte de Mélette, il reprend la symbolique du pendu comme un vrai pendu. Et Jean-Marie Lotte qui reprend, qui cite justement, qui dit qu'en revanche, était là, que je présente plus, Isabelle Nadoldy en a parlé, Jean-Pierre Bayard aussi, c'est un petit peu le continuateur, je vais dire, quelqu'un qui s'est inspiré des travaux de Cour de Géblin quelques années après pour pondre son propre tarot, vendre des bouquins, faire salon, etc., donner des cours. Et donc, en revanche, était là, suit la version de Cour de Géblin avec passion, rayé, entre guillemets, rayer absolument l'affreux nom de pendu que l'ignorance la plus outrée a donné à cette précieuse vertu. Parce que, Cour de Géblin parlait de la prudence, et était là qui surenchérit sur ce fameux pendu qui serait sur un pied. Donc moi ça m'amuse aussi. Après, le comte de Mélette parle de la roue de fortune comme étant la roue de Pythagore. Donc moi évidemment, dès qu'on me parle de Pythagore, ça y est, je vibre. Et disant que c'était la représentation de la divination par les nombres, de l'arithmomancie.
petit détail dont je me souvenais pas forcément non plus. Alors ce qui est pas mal, somme toute, ici quand même, c'est que on peut lui rendre hommage au comte de Mélète, parce que c'est la première fois qu'est évoquée la filiation entre les 22 arcanes majeures et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. D'ailleurs, c'est très bien écrit, c'était bien évoqué dans le 4e de couverture, tous ceux qui après vont exploiter toute la matière, notamment celle-là. Alors, petite anecdote aussi sur le 2 de denier, que tu connais bien, avec cette frise où souvent l'auteur dans les tarots de Marseille mettent leur nom et la date de création du tarot. Et ici, en fait, il fait une référence mythologique à la ceinture d'Isis. Donc voilà, il y a des petits éléments intéressants. Il y a aussi le détail, voilà, d'expliquer donc cette représentation du 21 à 0 sous la forme du siècle d'or, du siècle d'argent, du siècle de fer, et d'arriver plus ou moins jusqu'à la décadence des humains. Il parle du jeu appliqué à la divination, évidemment. Il parle des différents noms en fait qui seraient plus ou moins utilisés encore par les Espagnols dans le jeu. Il fait des références voilà, symboliques, notamment les attributs mythologiques de plusieurs arcanes. De voir par exemple la dame de bâton consacrée à Cérès, l'as d'épée consacré à Mars. Et puis après, de présenter un chapitre sur des comparaisons et des valeurs pour la divination. Donc là, on est un petit peu en mode cartomancie, où il alloue des significations, des arcanes majeures, des arcanes mineures également, de façon assez sobre, somme toute. Et après, un petit chapitre sur une pratique de tirage à 2 personnes. Mais je me suis endormi. C'est un peu compliqué, il faut calculer tant de cartes, et puis retirer tant de cartes, et puis etc. etc. Donc tu passes un quart d'heure à jouer aux cartes, et au final, bon, ben, tu t'interprètes, bon, t'as déjà oublié ta question. Il y a un autre chapitre après, qui est un complément aux interprétations des prédictions, c'est-à-dire l'étude des songes. Et là, c'est assez savoureux parce qu'il reprend une histoire très connue, voilà, du songe de Pharaon interprété par Joseph dans la Bible. Et il le fait savamment. Et ça m'a bien plu, c'est que il a repris l'interprétation que fait Joseph du rêve de Pharaon, et sous la forme de cartes. Et ça, c'est pas mal. C'est un bon exercice aussi. J'en avais parlé dans le livre de Rachel Pollack, de pouvoir prendre une histoire et puis de la retraduire sous la forme de cartes. Et puis il fait aussi un chapitre, ma foi, sur ce qu'il appelle les cartes auxquelles les 10 heures de bonne aventure attachent des pronostics. Donc là, il fait des petites références, par exemple les rois qui correspondent aux souverains, aux généraux, aux magistrats, aux vieillards, les dames qui, voilà, ont un caractère aussi politique mais plus joyeux. Bref, les valets sont des jeunes gens, des guerriers. Je passe. Qu'est-ce qu'il évoque aussi? Les carreaux, c'est la campagne, l'indifférence. Les trèfles, en général, annoncent succès, avantage, fortune. Les cœurs, le contentement, le bonheur. Les piques, les pénuries, les soucis, les chagrins, la mort. Donc voilà, en gros, ça se termine par ça. Après, je retourne un petit peu sur les commentaires que fait Jean-Marie, parce qu'il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'il reprend sur le côté gauche, à un moment donné,
des passages en fait de livres justement d'Etela. Parce que Etela fait référence à Cours de Géblin, et donc du coup de prendre comme je l'ai dit un petit peu, ce continuateur qui s'est inspiré justement de Cours de Géblin pour amener un petit plus aussi, parce qu'il compte, hein, même s'il met des choses qui parfois sont un peu invraisemblables pour nous maintenant, mais à l'époque, il a permis de rendre populaire cet aspect du tarot un petit peu égyptomaniaque et puis divinatoire. Et donc d'avoir cette retranscription, d'avoir aussi les couvertures qui sont savoureuses. Par exemple, là, il y a un bouquin, la couverture, c'est leçon théorique et pratique du livre de Thoth. Le livre de Thoth traitant des hautes sciences, 78 feuillets tracés en hiéroglyphes il y a près de 4000 ans. Et la traduction en partie, 1200 pages, avec beaucoup de figures, voilà, qui se trouve chez l'auteur, Monsieur Etela, professeur d'algèbre, etc., etc., 1787. Donc ça, c'est pour finir, je vais dire, pour ouvrir aussi un petit peu le sujet au-delà de Cours de Géblin. Voilà. Alors, je pourrais te dire que c'est vrai que ce livre, il peut te paraître un petit peu littéraire, que c'est peut-être un petit peu l'affaire d'historiens ou de fans d'histoire. Mais moi, je dirais que c'est peut-être aussi une affaire de passionnés du tarot, voilà, qui voudraient aller à la source de l'idée d'un tarot d'origine égyptienne et destiné à la divination. Voilà, alors après, c'est aussi parce que je me dis que c'est bien d'aller creuser un petit peu plus. On peut se lasser aussi des manuels, des méthodes d'apprentissage à la longue. Moi, je me souviens d'un commentaire d'une des vidéos où comment une personne évoquait les livres de tarot qui, lui, l'avaient marqué peut-être le plus. Parce que c'était des témoignages d'une pratique expliquée. C'était pas simplement, voilà, je présente les arcades majeures, les arcades mineures. Et d'ailleurs, dans la présentation de la chaîne YouTube de Romain Delava, il en parle bien, où lui, quand il a voulu écrire son livre, il a voulu que ça soit plutôt personnel, comme un témoignage, et pas justement un énième livre expliquant chaque définition des cartes, de donner des tirages pas expliqués. Et donc du coup, voilà, je me sens aussi attiré par ce type d'ouvrage. Peut-être que je ferai d'autres explications par la suite sur plus, je dirais, les témoignages. Il y a des livres, par exemple, de Yaquel Didier, de Maud Christen, de Didier Derlich, de Marcel Belline, que j'adore, qui peuvent distiller justement du contenu du tarot, d'oracle, mais en regard de leur pratique, de ce que eux ont fait en tant que professionnels. Et ça aussi, ça me semble intéressant. Mais ça sera peut-être l'objet d'autres vidéos. À bientôt.